Les hommes réussissent plus que les femmes. Ça, c'est une réalité que j'ai eu vraiment du mal à accepter, que j'ai mis des années avant de l'accepter. Et crois-moi, ça m'a pas plu de le reconnaître. Mais c'est vrai, plus j'avance dans l'entrepreneuriat, mes accompagnements, mes coachings, ainsi de suite, plus je le vois encore, et plus ça se confirme. Et pas parce que les hommes, ils sont plus intelligents que nous, pas parce qu'en fait, ils sont plus compétents que nous, mais simplement parce qu'ils osent. Les hommes ont un culot que beaucoup de femmes n'ont pas encore appris à avoir. Au début, quand on me disait ça, je me disais que voilà, c'est juste c'est des rageux, c'est du sexisme, de la misogynie, ce que vous voulez. Et un jour, en fait, j'ai eu le déclic de me dire, OK, pourquoi tout le monde dit ça? Et je suis allée faire des recherches et tout, et je suis tombée sur une statistique qui disait que un homme avec 50 ou 40% de compétences nécessaires sur une fiche de poste, il va quand même postuler. Il va quand même se pointer à cet entretien d'embauche. Il va quand même y aller en pensant qu'il mérite sa place. Il va quand même y aller en disant, ben, je vais y arriver. Et surtout, OK, y a pas de souci, j'ai pas toutes les compétences, mais je peux apprendre, je peux être formée. Tandis qu'une femme, si elle se rapproche pas des 100% de la perfection, 80, 90%, elle ne va pas postuler. Parce qu'elle estime qu'elle ne mérite pas ce poste-là si elle n'est pas compatible à 100%. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de femmes cadres, beaucoup moins de femmes entrepreneuses, beaucoup moins de business owners, parce que on n'a pas ce culot-là. Restons dans le cadre du salariat. Un homme, en tant que salarié, même si par exemple il s'est loupé, même si par exemple il a fait une année où il a pas fait un bon chiffre d'affaires, admettons c'est un commercial, il va quand même demander une augmentation, il va quand même demander en fait une promotion, même si en fait peut-être qu'il est même pas éligible en fait. Alors qu'une femme, ne serait-ce que si elle a fait une petite bêtise au travail, elle va se dire oh, mais non mais pas cette année, je demanderai l'année prochaine parce que et je me suis un peu trompée cette année. Pareil, si par exemple, elle ne se sent pas légitime à 100%, elle va pas y aller, elle va pas demander cette promotion, elle va pas demander en fait cette augmentation. Et ça, malheureusement, moi je le vois même dans le cadre de mon entourage, que ce soit en fait des personnes un peu lointaines de la famille ou des copines à moi, des anciennes copines à moi ou des amis, ainsi de suite. Je vois que nous, les femmes, on se sous-estime beaucoup. Et on a beaucoup, en fait, ce syndrome de l'imposteur où on se sent pas à notre place, on sent pas qu'on mérite la chose, on ne sent pas qu'on est légitime, on sent pas, en fait, qu'on mérite ce qu'on demande. Et en fait, on a l'impression d'en faire beaucoup, on a l'impression, en fait, de demander quelque chose, en fait, euh, qu'on mérite pas, tout simplement. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, par exemple, vont pas postuler à des postes de cadre parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas l'étoffe pour, qu'elles n'ont pas en fait les épaules pour. Elles vont pas postuler à des postes de responsabilité parce qu'elles estiment que elles peuvent pas en fait ou qu'elles méritent pas ou qu'elles n'ont pas assez de compétences. Elle va pas demander une promotion, elle va pas demander une augmentation. Elle va accepter un travail avec un salaire qui est inférieur à un de ses collègues même si elle a peut-être plus de compétences. Juste pour info, je ne globalise pas. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais je dis juste que même les femmes les plus compétentes, les plus douées, malheureusement, ont ce problème de confiance en elles. Et je l'ai remarqué une fois où j'étais dans une conférence d'une personne que j'admire beaucoup. Je citerai pas le nom. J'admirais énormément cette personne. C'était une personne en fait qui m'inspirait beaucoup, une femme. Et je suis allée à une de ses conférences. Pour moi, c'était un rêve d'aller à une de ses conférences et tout. Et en fait, c'était magnifique. La conférence a été exceptionnelle et tout. Et à la fin, je suis allée la voir et tout. Je dis, ah, merci pour cette conférence et tout. Et après, je lui dis, t'es vraiment plus belle en vrai que, que sur les réseaux. Elle m'a dit, ah bon? Ah, merci beaucoup. Ah non, oh, je suis pas aussi belle que ça et tout. Et en fait, j'ai remarqué que cette personne, elle avait pas confiance en elle, par exemple, vis-à-vis de sa beauté. Donc, même les femmes les plus confiantes, que ce soit en fait des PDG, que ce soit en fait, peu importe, on est confiante juste dans le domaine qu'on maîtrise à 100%. Un autre exemple, j'ai par exemple des personnes dans ma famille où je leur dis mais vas-y, lance ta boîte, lance-toi, fais, tu peux y arriver. Ah non, je sais pas si je vais y arriver. Mais sauf que toi aujourd'hui, tu apportes à ta boîte 1 million de CA par an, par exemple, et je me base sur des cas concrets. Hein. Tu penses pas que tu peux faire la même chose pour ta boîte? Alors je dis pas que c'est aussi facile. Forcément, en fait, il y a la sécurité de l'emploi, ainsi de suite. Mais ces femmes-là, elles pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles sont capables dans ce qu'elles maîtrisent. Donc en fait, faire un travail pour lequel elle est payée dans son domaine de compétences. Par contre, gérer une boîte,
avoir ses propres clients, essayer de créer son propre salaire, c'est très compliqué pour ces personnes-là. Alors, je dis pas que pour les hommes, c'est pas le cas. Pour certains hommes aussi, ils ont ces peurs-là. Mais je dis juste que pour les femmes, c'est beaucoup plus ancré en nous. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que nous, on a des choses, par exemple, un conditionnement invisible que peut-être en fait les hommes, ils ont pas eu. Par exemple, nous, depuis qu'on est petite, on nous a appris à être sage, à être poli, à être discrète, à ne pas déranger, à faire passer en fait les autres avant nous, que ce soit nos parents, nos enfants, nos maris, nos équipes, notre entourage. Et pendant que les hommes, ils avancent sans trop se poser de questions, nous, on doute. On veut que tout soit parfait avant d'oser parce qu'on nous a appris en fait de pas déranger, d'être discrète, de faire passer tout le monde avant nous. Et en fait, on attend d'être prête. On s'excuse, on est trop exigeante envers nous-mêmes parce qu'on a eu cette exigence depuis l'enfance. En fait, on a eu un conditionnement par rapport à ça. On a peur de déranger, donc on s'excuse limite des fois de réussir trop, de réussir trop vite. Mais la vérité, c'est qu'en fait, cette mentalité, elle nous coûte trop cher. Elle nous coûte des rêves, elle nous coûte des opportunités, elle nous coûte de la visibilité, et parfois même en fait notre confiance en nous-mêmes. Parce que on nous a appris de faire passer tout le monde avant nous. On nous a appris de d'être discret, d'être sage, d'être poli, de pas déranger, de se faire petite, de pas rêver grand, de pas penser à une carrière de fou, de en fait jongler, d'être une bonne maman, d'être une bonne épouse, d'être une femme. Et ça en fait, ça crée une charge mentale que les hommes n'ont pas. Il faut qu'on parle de ça aussi. C'est super important parce qu'en fait, c'est une réalité. Une femme porte une charge mentale énorme. En fait, elle gère, pour celles qui ont des business, elle gère des business où elles sont salariées à côté, elle gère les enfants, la maison, les repas, les émotions de tout le monde, que ce soit en fait son entourage qui s'appuie en fait sur elle, ses parents, ses frères et sœurs, son mari. Et en fait, elle s'occupe de tout sauf d'elle-même parce qu'on lui a appris que son rôle se résume à être une bonne épouse, à être une bonne maman, à être une femme qui prend soin d'elle, à prêter, pas trop fine, pas trop ronde. Et en fait, ça malheureusement, c'est une charge que les hommes n'ont pas. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes plafonnent. Et moi, je le vois dans mes accompagnements. La première excuse, alors je dis que c'est une excuse, c'est pas parce qu'en fait je minimise le poids de cette charge mentale, mais en fait la première excuse qui sort, c'est ah mais je suis maman, je sais pas si je lance mon business maintenant. Ah mais si je lance mon business, est-ce que j'aurai le temps en fait de m'occuper de la lessive, des enfants, des repas, de les ramener faire leur activité. Je préfère garder un CDI pour avoir des horaires fixes et pouvoir m'occuper d'eux. Alors déjà d'une, un foyer ça se gère à deux. Des enfants, ça se gère à deux. Je sais que c'est très compliqué parce que malheureusement, on nous a inculqué ça. Et moi, je le vois. Je le vois parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi, soit qui ont en fait abandonné leurs rêves et leurs ambitions pour justement être des bonnes mamans, des bonnes épouses et des femmes qui prennent soin d'elles, ainsi de suite. Ou peut-être même pas, peut-être en fait juste être des bonnes mamans et des bonnes épouses. Ou des femmes qui ont fait tout à fait l'inverse, qui ont essayé de gérer tout, d'être CEO, d'être maman, d'être épouse, d'être coach, amie, thérapeute, tout en fait, tout en même temps. Et en fait, elles ont fini par craquer. On ne peut pas être tout en même temps. On ne peut pas porter en fait tout ce poids-là en même temps sans craquer. Un homme, quand il va se lancer, encore une fois, je dis pas que tous les hommes sont pareils, mais 80% des hommes, quand ils vont se lancer, ils vont penser juste à est-ce que mon business est rentable? Je dois gérer mon business. Je dois en fait faire en sorte en fait qu'il cartonne. Tandis qu'une femme, elle va se dire, ok, mais est-ce que j'aurai le temps de m'occuper du bébé, par exemple, si elle a un nouveau-né, est-ce que j'aurai le temps de m'occuper du bébé, faire les repas, m'occuper de la lessive, de la maison, de mon mari? Comment je vais faire? Bah finalement, vas-y, laisse tomber. Et je connais beaucoup de femmes qui font ça. Nos mamans, par exemple, c'est le premier et le plus grand exemple. Nos mamans, par exemple, moi, je viens d'une famille, en fait, où toutes les femmes autour de moi, c'était des femmes au foyer. J'avais uniquement une tante qui était salariée, mais parce qu'en fait, elle avait pas le choix. Financièrement, elle devait travailler. Mais j'avoue que toutes les femmes autour de moi, c'est des femmes au foyer. Alors, ok, vous allez me dire, c'est une femme au foyer, elle s'occupe du foyer, c'est équitable, le papa s'occupe en fait de l'extérieur. Mais ces femmes-là, elles n'ont pas choisi en fait. Parce qu'en fait, en parlant de cette charge mentale, nos mamans, c'est un des plus grands exemples. Nos mamans, elles ont fait ce sacrifice-là. Elles sont occupées de nous, de leurs époux, du foyer. Elles ont passé tout le monde avant elles. Elles étaient en fait des
des épouses magnifiques, elles étaient des mamans exceptionnelles, elles étaient en fait des femmes au foyer qui s'occupaient de tout, mais en fait en contrepartie, elles ont laissé tomber leurs rêves. C'était au détriment de leurs rêves, de leurs ambitions. Elles n'avaient pas le droit de rêver, d'avoir des ambitions, d'avoir envie en fait de faire autre chose parce qu'elles n'avaient même pas le temps des fois pour prendre soin d'elles. C'est bien, nos mamans elles ont fait ça, mais nous on n'a pas à refaire la même chose. Le problème c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes savent tout ça, mais elles culpabilisent dès qu'elles pensent à déléguer. Par exemple, si je délègue, si je prends par exemple une nounou pour mes enfants, bah, elles sentent que «Oh, mais je suis pas une bonne maman. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur moi?» Et forcément tout le temps en fait l'entourage il est là, mais «Oh, mais tu pris une nounou pour tes enfants, mais on fait pas des enfants pour avoir une nounou, tu dois en fait t'occuper plus de tes enfants, t'es pas une bonne maman». Limite on lui fait comprendre que c'est une maman en fait horrible. Pareil, si elle prend une femme de ménage, pareil. Si par exemple, elle délègue toutes les tâches ménagères, si par exemple, elle met ses enfants en fait en périscolaire parce qu'elle a besoin de travailler, en fait non, elle a pas le droit en fait de rêver, elle a pas le droit en fait d'avoir des ambitions, elle a pas le droit d'avoir du temps pour elle. Comme si s'alléger, c'était en fait trahir. Alors qu'en réalité, c'est juste se libérer en fait, se libérer. Comme ça, en fait, elle peut aussi avoir des rêves. Et en parlant de ça aussi, il y a aussi le fait de nous les femmes, on a du mal en fait à se choisir. On a du mal en fait à se choisir et se dire oui, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, bah je vais y aller. Beaucoup de femmes laissent tomber leurs rêves, laissent tomber leurs ambitions, laissent tomber leur business parce que mon mari, il est en train de lancer son business. Et je dis ça encore une fois en me basant sur des faits autour de moi. Il faut te dire que ton business, ton ambition, tes rêves sont aussi légitimes que ceux de ton mari, de ton frère, de ton collègue. Arrête de t'excuser d'avoir en fait envie de plus. Arrête de croire que tu dois mériter ton succès. Dis-toi que tu n'as pas à demander ta permission de réussir. Parce que pendant que toi tu doutes et que tu attends la permission, d'autres personnes avancent. Juste parce qu'ils ont osé, juste parce qu'ils ont décidé en fait de se choisir. Il y a beaucoup de personnes qui restent par exemple dans des couples où il n'y a pas d'entraide, où elles portent toute la charge en fait mentale toute seule, parce qu'elle a du mal à se choisir et dire je vais quitter cette situation qui me va plus. On lui a appris à faire passer tout le monde avant elle. Donc même si elle est malheureuse, même si en fait elle sait qu'elle a des ambitions, en fait, des rêves, elle va quand même rester. Ou elle va se dire bon c'est pas grave, mon mari il travaille beaucoup, et ben moi je mets de côté en fait mes rêves, mes ambitions, pendant que lui il va au bout de ses rêves. Pour moi, ça commence par un simple choix, se choisir, parce que tes rêves, tes ambitions sont aussi légitimes que ceux de ton mari, que ceux en fait de ton entourage. Le quatrième segment que je voulais aussi en fait aborder, c'est le culot. Nous, en tant que femmes, on attend toujours la permission, pendant que les hommes, eux, ils y vont avec un culot que nous, on n'a pas. Un homme, comme j'ai dit tout à l'heure, va postuler en fait pour un poste, même s'il n'a pas toutes les compétences. Alors qu'une femme, elle va attendre vraiment d'avoir tout pour oser cliquer sur envoyer mon CV, ou même juste penser en fait à postuler. Un homme va dire je peux le faire. Une femme va dire je vais essayer. Et ça, c'est super important. Comment on s'adresse à nous-mêmes. Les mots qu'on utilise, c'est super important parce que ça nous conditionne. La différence, c'est que le culot, c'est pas un dent. Tu vois en fait la différence entre les deux? Je peux le faire et je vais essayer, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, quand tu dis à ton cerveau je vais essayer, donc il se dit je vais peut-être me louper. Alors qu'un homme, il dit je peux le faire et en fait, il va le faire. Et même si il le fait pas, même si il ne réussit pas, il va pas prendre ça personnellement parce qu'il est nul, parce qu'il a pas réussi, parce qu'il a pas les compétences pour. Non. Peut-être c'était pas le bon moment. Peut-être que je me suis loupée sur un truc. Ben, je vais en fait revoir tout ça et repartir. Je dis pas encore une fois que tous les hommes sont comme ça, mais la plupart. Et ça vient de notre conditionnement encore une fois. Je donne un exemple. Si on a en fait deux enfants qui sont en train de grimper dans un arbre, un habillé en bleu, un habillé en rose, les gens autour, dans ce parc, peu importe, dans la rue, ils vont aller courir pour sauver la fille avant en fait le garçon. Et en fait ça te donne quoi? Ça donne en fait l'image de dire toi t'es un garçon, tu peux toujours t'en sortir, c'est pas grave. Tu te fais mal, bah c'est pas grave, tu vas rebondir. Tu te blesses, c'est pas grave, tu vas guérir. Par contre une fille, on doit la protéger. Une fille c'est sensible. Une fille c'est pas assez fort. Une fille, elle peut pas en fait tenir le coup, elle peut pas rebondir. Et en fait ça fait que nous, en tant que femmes, avant de prendre n'importe quelle décision, avant de faire n'importe quel pas vers l'avant, on doit se poser la question, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'on a les compétences pour? Est-ce qu'on va réussir à rebondir si jamais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Et en fait, c'est ça qui crée
un manque de confiance en soi et surtout une exigence extrême parce qu'un enfant, un garçon, on lui apprend de vas-y, c'est pas grave, démerde-toi, tu vas y arriver. Tandis qu'une fille, est-ce que t'es sûre? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est safe? Et en fait, ça nous met dans un conditionnement où on se dit, si c'est pas safe, on n'y va pas. Si on n'est pas à 100% prête, on n'y va pas. Et surtout, on cherche à mériter notre place au lieu de la prendre. Parce qu'on nous a appris à être discrète. Parce qu'on nous a appris à ne pas déranger. Et tant qu'on cherchera à mériter cette place-là, au lieu de la prendre, on continuera à avancer plus lentement que les hommes. C'est tout simplement une posture à avoir. Et moi, ça, en fait, j'ai appris à le développer parce que, alors, pour celles qui ne savent pas, moi, je viens d'une famille, en fait, d'entrepreneurs où vraiment tout mon entourage, mes cousins, mes oncles du côté paternel, maternel, tous les hommes autour de moi, c'était des entrepreneurs. Que les hommes. Alors, les femmes, c'était des femmes au foyer, elles travaillaient pas. J'avais une seule tante qui était, en fait, salariée. Sinon, le reste, elles étaient femmes au foyer et tous mes oncles, tout le monde, sans exception, était en fait entrepreneur. Alors, à des échelles différentes, petit, moyen, grand entrepreneur, mais tout le monde avait son propre business. Tout le monde était à son compte. Et en fait, moi, j'ai grandi autour de ces hommes-là qui avaient ce culot-là que moi, j'avais pas, et je pensais que je pouvais pas l'avoir. Et en fait, ils avaient une posture d'être confiants, une posture, en fait, de pouvoir rebondir, une posture d'être limite intacte, même si des fois, en fait, ils étaient face à des défis énormes, à des défaites, à des pertes, à des échecs, des pertes d'argent énormes et tout, bah en fait, ils étaient là, ok, bon, c'est pas grave. On a essayé, bon, on va repartir, on va refaire ça, on va refaire autre chose. Et moi, j'étais là, je me disais, mais moi, j'ai la haine en fait à leur place. Comment en fait ils arrivent à faire? Ils arrivent à faire. Et en fait, je pensais que cette posture-là, je pouvais pas l'avoir. Et en fait, quand je suis venue en France, c'était la même chose. Tous mes cousins éloignés qui étaient autour de moi en France, ils étaient tous en fait des entrepreneurs. Et je voyais en fait le même trait de personnalité, la même posture, la même confiance, la même capacité en fait d'assimiler un échec, de rebondir. Et je me disais mais moi je vais jamais arriver à faire ça. Moi j'ai pas l'étoffe pour, j'ai pas les épaules pour faire ça. Je peux pas y arriver. Et un jour j'étais devant mon oncle et je lui disais mais tu as perdu autant d'argent mais ça te fait rien. Il me disait mais Ikram, c'est bon, c'est pas grave. Si j'avais pas perdu cet argent-là, j'aurais pas pu réussir ou peut-être en fait prendre cette leçon-là. Ou il m'a dit si tu savais le nombre d'argent en fait que j'ai perdu toute ma vie d'entrepreneur, si j'avais pas perdu cet argent-là, bah j'aurais pas su par exemple que cette personne n'est pas fiable ou que ce business n'est pas le bon ou ainsi de suite, tu vois. Et du coup je me suis dit bon, franchement c'est impressionnant. Et je pensais que en fait c'était inné, alors que c'est juste en fait une posture sur laquelle tu vas travailler. Et j'ai commencé à travailler dessus. Et j'ai lancé mon premier business qui n'a pas marché. Après en fait j'ai rencontré en fait mon mari. Et à l'époque, en fait, on sortait ensemble et tout, et il avait tout perdu pendant le Covid. Il avait tout perdu. Il avait une conciergerie énorme avec un chiffre d'affaires de malade, avec un nombre de biens de malade et tout. Et il a tout perdu. Il a tout perdu du jour au lendemain à cause du Covid. Et je l'ai vu se battre. Je l'ai vu en fait tout reconstruire. Je l'ai vu en fait tout refaire en fait de zéro, sans se laisser abattre. Moi, à sa place, j'avais les nerfs. Moi, à sa place, j'étais pas bien. Moi, à sa place, j'étais limite en dépression. Et je lui disais, mais comment t'arrives en fait à rebondir sur ça? Il me dit, mais c'est bon, c'est pas grave, le Covid va passer, c'est pas la fin du monde. Et je vais, voilà, je vais repartir, je vais recontacter mes clients, ou peut-être pas, ou je vais lancer un autre business, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Voilà. Le mot exact qu'il m'a dit, c'était ça. C'est pas quelque chose que je peux contrôler. Donc en fait, il m'a dit ça. Il m'a dit, est-ce que tu penses que je peux contrôler en fait une crise mondiale? Je lui dis bah non. Il m'a dit bah voilà, je peux pas contrôler. La seule chose que je peux contrôler aujourd'hui, c'est de trouver une solution pour que je puisse payer, continuer à payer en fait mon agence, pour que je puisse garder mon local, pour que je puisse garder en fait une partie de mes équipes, ainsi de suite. Et j'étais vraiment impressionnée. Je me suis dit mais moi j'ai encore plus le somme que lui. Moi je suis plus impactée que lui en fait. En fait c'est là où j'ai ce déclic là, de me dire que en fait il a raison. Nous, on n'a pas ce culot-là parce qu'en fait, on se dit, mais si ça merde, si ça marche pas, on va être en fait vraiment impacté. On va vraiment être pas bien. On va vraiment être touché personnellement. On va le prendre personnellement. Alors que les hommes, ils ont ce culot parce qu'ils disent, bon, je vais postuler à ce poste. Si on m'accepte pas, si on me refuse, c'est que c'est eux le problème. Ok, ou parce que c'était pas encore le bon moment, ou c'est pas grave, j'ai pas assez de compétences, mais je vais travailler dessus. Alors qu'une femme, j'ai pas réussi en fait à avoir ce job, bah je pense que je dois travailler 10 fois plus pour que je puisse mériter ma place. C'est que je mérite pas ma place. Donc en fait, tout est une question de vision, tout est une question de posture. En plus de ça, les hommes ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler, parce qu'ils
parce qu'ils contrôlent pas. Alors que nous, on va réfléchir pendant des jours à se dire: «Mais non, mais j'ai pas eu ce poste, pourquoi? Mais je pense que c'est à cause de ça». Non, c'est bon, tu peux plus contrôler, tu pas eu le poste, passe à autre chose. Un homme, il sort de l'entretien, peut-être qu'on le refuse tout de suite, OK, il passera à autre chose. Viens, j'ai postulé à un autre taf. Alors qu'une femme, elle va remettre toutes ses compétences, toute son existence en question. Est-ce que je suis faite pour ce travail? Est-ce que j'ai assez les compétences pour? Est-ce que je mérite? Est-ce que je ferai pas d'attendre encore? Tant qu'on attend la permission, tant qu'on cherchera à mériter notre place au lieu de la prendre, on continuera à avancer plus lentement que les hommes. Il continuera à y avoir plus d'hommes cadres, plus d'hommes entrepreneurs, plus d'hommes en fait qui réussissent leur vie, qui réussissent en fait de réaliser en fait leurs rêves, et nous, on sera encore là à avancer petit à petit. Donc ce que je dois retenir, c'est que les hommes réussissent plus que nous, ou plus rapidement que nous, plus vite que nous, pas parce qu'en fait ils valent plus, pas parce qu'en fait ils sont plus intelligents que nous ou plus compétents que nous, mais parce qu'en fait ils ne se posent pas toutes les questions qu'on se pose. Ils foncent et après ils ajustent, ils trouvent des solutions, ils apprennent sur le terrain, ils apprennent sur le tas. Alors à partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à agir comme cette femme que tu veux devenir. Pas quand tu seras prête, pas quand tout sera parfait, maintenant. Il faut que tu commences à agir en fait à partir de maintenant. Et je vois en fait beaucoup de femmes autour de moi qui ont décidé en fait de se choisir. Elles n'ont pas juste rattrapé en fait le temps perdu. Elles n'ont pas en fait juste rattrapé en fait le retard. Elles ont explosé, elles ont tout explosé. Parce qu'en fait, nous en tant que femmes, on a la force, on a la vision, on a la résilience, et surtout on a cette rage. On sait ce qu'on veut. Alors vas-y, choisis-toi et arrête d'attendre qu'on t'applaudisse pour oser. Arrête d'attendre en fait de mériter ta place. Prends-la, fais-le et le reste suivra. C'est pas grave. Si tu échoues, c'est pas la fin du monde. Si tu vas pas avoir ce job, c'est pas la fin du monde. Si tu vas te louper en fait dans ton premier business, c'est pas la fin du monde. Moi aussi, je me suis loupée. Moi aussi, je me suis plantée dans mon premier business, ça a jamais marché. J'ai lancé d'autres business et aujourd'hui en fait, j'arrive à vivre de mes business. J'ai même réussi à m'expatrier, j'ai même réussi en fait à investir dans l'immobilier avec mon époux, dans plusieurs biens. Donc voilà, c'est pas parce qu'en fait tu t'es loupé dans un premier business que tu vas jamais y arriver. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Si jamais l'épisode t'a plu, s'il t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec une personne qui en a besoin et surtout à nous laisser ton avis et un commentaire. Ça me fera toujours plaisir et à très bientôt pour un prochain épisode.